Bonsoir, salam alaikum, marhaba bikum dans ce quatrième webinaire. Alors, ce quatrième webinaire qui s'inscrit dans la continuité en fait de la série de webinaires qu'on a convenu d'organiser qu'on a convenu d'organiser, qui a porté en fait sur différents sujets très variés. Donc, des sujets qui sont purement dédiés à la RSE. Donc, premier webinaire qui a porté sur l'ISO 26000, donc, qui est une norme spécifique sur le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Deuxième sujet qui a porté en fait sur une norme, sur une norme qui est une dérivée de la norme ISO 26000. Donc, c'est la norme ISO 20400 qui porte sur les achats responsables. Un troisième sujet aussi, en fait, c'est un sujet qui a été traité au niveau de l'ISO 26000 sur la question centrale numéro 5 relatif je dirais, aux loyautés des pratiques, donc qui est le SMAC, ou bien le système de management anticorruption. Et aujourd'hui, on aboutit à un sujet très important pour les entreprises, un sujet en fait que l'ensemble des entreprises doivent prendre en considération et ils doivent le prendre d'une manière, je dirais, très vigilante, qui est le management des risques ou bien le système ERM, Enterprise Risk Management. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous c'est Omar Ben Aïcha. C'est Omar Ben Aïcha en fait qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, c'est Omar Ben Aïcha, c'est un expert sur les sujets relatifs à la RSE et justement sur les systèmes de management, je dirais ISO, à la fois l'ISO 9001, l'ISO 14001, 45001 et pleinement de sujets. Donc, il y a Abdelrahim Miftah. Donc, Abdelrahim Miftah, c'est monsieur ISO. Donc, aussi, donc, il fera partie de ce panel. Et nous avons avec nous Semstafa, donc Semstafa qui va partager avec nous son expertise et je dirais, son expérience par rapport en fait tout ce qui est relatif à la mise en place d'un système de management des risques. Donc moi-même, Sohail Othman, donc je suis CSR and Sustainability Services Lead au sein de CertiTrust. Donc je vais aujourd'hui en fait partager avec vous mon expérience et ainsi en fait que des réflexions sur la norme ISO 31000 qui est une norme spécifique au management des risques. Donc, sans trop tarder, en fait, je vais juste laisser Semstafa un peu se présenter. Après, donc, je vais introduire le sujet et parler un peu de la norme ISO 31000, de son cadre, du processus du management des risques, etc. Donc, en attendant que c'est Abdelrahim, il nous rejoint. Bonjour. Bonjour, Semstafa. Bonjour tout le monde. Ramadan Moubarak ou Rosh Mbarka ou Eid Moubarak, puisque ما بقاش sauf il y a quelques jours pour باش نستقبلوا العيد. Donc من هذا المنبر كنقدم تحية لجميع المشاهدين وكنبارك لهم رمضان ونبارك لهم العيد التوفيق avec plus de maîtrise de risque de la vie personnelle et professionnelle de manière générale. Voilà, donc je me présente. Vous m'entendez bien? Très bien, Semstafa, on vous entend très bien. Ok. Donc, je me présente, El Mostafa Berjami. Un peu plus de 28 ans de carrière dans l'industrie, dans le service, dans différents secteurs, dans le secteur de l'énergie, le secteur pétrolier et les énergies renouvelables. Donc, j'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur sur site OCP pour terminer ma carrière en tant que, pas ma carrière, c'est-à-dire en tant que
que salarié, donc en tant que CEO et président du directoire dans les projets Nord 2 et Nord 3 de Ouarzazate. Voilà. Et donc, au travers de toute cette carrière, bon, l'aspect risque était le plus marquant. Donc, c'est quelque chose qui est omniprésente dans notre vie de tous les jours, et que ce soit la vie privée que la vie professionnelle, et dans tous les domaines. C'est partout. Donc, on a à gérer des risques, à traiter les risques et à maîtriser les risques. Voilà. Donc, parmi les risques, nous avons des risques qu'on appelle communément des risques négatifs, et d'autres qui sont plutôt des risques positifs, qui sont des opportunités. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai créé une entreprise depuis mai 2019, Lichat and Company, qui opère dans le service, dans le conseil, dans l'audit, dans la formation et dans les systèmes d'information aussi. Et Lichat, c'est Leading Change Toward Excellence. Donc, c'est une démarche que j'ai développée en fin 2006, début 2007, et qui a eu le mérite d'un trophée d'excellence à Genève en 2008, et que j'ai expérimenté quand j'étais directeur général dans une JV entre Shell et Aqua Group, dans l'activité LPG, gaz de pétrole liquéfié. Voilà donc une première présentation de manière très succincte de ma personne. Voilà. Très bien, marhaba, c'est Mustafa. Marhaba, c'est Mustafa. Je ne sais pas si Abdrahim il arrive. Marhaba bik, c'est Mustafa avec nous pour. Merci beaucoup. Comme étant un panéliste, je ne sais pas si c'est Abdrahim. Il avait juste un petit problème au niveau de son lien de participation. Je crois qu'il est avec nous maintenant. Il est avec nous. Donc, c'est Abdrahim, si vous voulez un peu faire une petite présentation pour les participants. Allô, salam Oui. alaikum. Salam. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. En fait, j'ai un petit souci avec... Bonjour, c'est Abdrahim. Ahlan, c'est Barjami, ça va? Je suis bien. Je suis bien. Allah يبارك فيك. نهار كبير هذا. Allah يكبر بك. Alors, bienvenue à tous les participants à ce webinaire, en fait, qui s'inscrit dans la liste des webinaires pour démystifier certaines normes, notamment celles qui sont en relation principalement avec la responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, on va parler de la norme ISO 31000. Donc, la deuxième édition, c'est l'édition 2018, qui couvre un petit peu, on va dire, les lignes directrices pour la mise en place d'un système de management des risques. Okay, donc, je me présente Abdrahim Miftah, 23 ans d'expérience, de formation ingénieur. Donc, j'ai eu l'occasion, en fait, de travailler avec plusieurs références, avec plusieurs normes, et je partage avec vous, Inch'Allah, dans un cadre, on va dire, d'échange, on va dire les bonnes pratiques par rapport à cette norme. Donc, voilà, je pense sans plus tarder, la ISO 31000 et la ISO 31010. La ISO 31010, c'est la deuxième édition, version 2019, et la ISO 31000, c'est la deuxième version également, la version 2018. Alors, le domaine d'application de la norme ISO 31000, c'est une norme générique, bien sûr, à l'instar des autres référentiels. Il s'applique à n'importe quelle structure d'activité qui est confrontée à des facteurs, à des influences, soit internes, soit externes, qui peuvent apporter atteinte à l'atteinte des objectifs ou à l'atteinte de leurs objectifs, rendre l'atteinte des objectifs incertain. Okay? Donc, incertain, que ce soit dans le sens positif, que ce soit dans le sens négatif. Alors, le management des risques, c'est une démarche, on va dire, itérative, donc qui aide les organismes à développer une stratégie, atteindre des objectifs. Donc, d'ailleurs, l'approche risque, on l'utilise très souvent via un des outils qui est le SWOT, le PESTEL, pour identifier les orientations stratégiques. On utilise également le management des risques pour
identifier quels sont les éléments qui peuvent entraver à la réalisation des objectifs. Et également, on utilise l'approche risque pour mieux déterminer les risques, pour mieux déterminer les décisions d'une manière éclairée. C'est quoi un risque? Quand on parle d'un management des risques, c'est quoi un risque? Le risque, par définition, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Maintenant, ça c'est au niveau de la 31 000. Au niveau des autres référentiels, vous allez trouver qu'il y a la définition, c'est l'effet de l'incertitude tout court. Okay? Au niveau de la ISO 31 000, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Donc là, un certain nombre de notes en fait, qui mettent en valeur davantage cette notion de risque, c'est que le risque, c'est l'effet, hein, c'est un effet, un écart par rapport à un attendu. Il peut être positif ou négatif. D'ailleurs, lorsqu'il est positif, généralement, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Et quand c'est négatif, il a gardé la connotation de risque négatif. Okay? Alors, le risque, généralement, il est exprimé en termes de, il faut identifier les sources. Donc, les éléments qui sont associés à un risque, il faut déterminer ou identifier les sources de risque. Il faut déterminer les événements qui peuvent être sources de risque, les potentiels, on va dire, avec leurs conséquences, donc les effets de risque, et puis leur vraisemblance, ce qu'on appelle également la fréquence d'apparition. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de familles de risques. Moi, j'ai fait, on va dire, une liste d'un certain nombre de risques importants à prendre en considération lorsqu'on met en place un système de management de risques. Vous avez la famille risques stratégiques, donc qui sont liés au déploiement d'une mauvaise stratégie, à l'absence d'une veille concurrentielle. Fréquemment, les difficultés des entreprises proviennent d'un manque d'anticipation de l'évolution de leur marché. Ça peut être également le risque stratégique, il est dû à un manque de veille légale réglementaire. Par exemple, prenons le cas actuellement, on est en train de parler de la taxe, on va dire de la taxe carbone ou le projet de décarbonation qui est aujourd'hui imposé par l'Union européenne. Ça engendre un risque très stratégique pour les entreprises qui font de l'exportation. Absolument. Donc, on a ce qu'on appelle les risques opérationnels. Donc, c'est les risques qui touchent le modèle économique de l'entreprise, son fonctionnement. Donc, c'est les risques opérationnels qu'on identifie au niveau de la production, au niveau des ventes, au niveau des achats, en fait, au niveau de l'ensemble des processus, que ce soit les processus support, que ce soit les processus réalisation, au niveau de l'entreprise. Vous avez des risques humains. Le capital humain est une des composantes du patrimoine de l'entreprise. La perte du savoir-faire et la perte de connaissances sont des risques majeurs qui préoccupent les dirigeants. D'ailleurs, aujourd'hui, on va dire un des aspects aujourd'hui qui est très demandé au niveau des entreprises, c'est comment préserver ce patrimoine immatériel. Okay? Donc, le risque humain, certaines entreprises, ils ont souffert quand ils ont, on va dire, quand ils ont eu une perte par rapport à la connaissance, que ce soit via des départs, que ce soit via d'autres causes qui ont en fait été des connaissances ou des postes clés au sein de l'entreprise et que ce risque n'a pas été identifié en tant que risque pour lequel il faut engager des moyens de maîtrise associés, que ce soit développer de la polyvalence, développer également, on va dire, de la polyvalence, utiliser le parrainage pour transférer la connaissance, développer une bibliothèque de connaissances au sein de l'entreprise pour faciliter l'accès en cas de besoin. Donc, le risque humain est également un risque qu'il faut prendre en considération. Vous avez ce qu'on appelle les risques financiers. Ce sont les plus dangereux, ce sont souvent les plus méconnus. Citant notamment les risques liés au reporting financier, comme la fiabilité des informations produites par l'entreprise ou la qualité des arrêtés de compte. Vous avez les risques liés également à la gouvernance. Vous avez les risques liés, ce qu'on appelle les risques également juridiques, donc des risques qui peuvent être dus on va dire, à un contrat qui n'est pas en phase avec la législation et qui peut induire l'entreprise, l'entraîner dans un process juridique qui n'est pas en sa faveur. Vous avez les risques liés à l'image de l'entreprise. Vous avez les risques liés à la personne clé.
Donc, ça rejoint un petit peu, on va dire, le risque humain. Parfois, dans une entreprise, vous pouvez avoir un commercial en fait, qui génère 80% du chiffre d'affaires. C'est une personne clé au niveau de l'entreprise et que son départ, ou on va dire, son départ peut générer un risque important pour l'entreprise. En fait, si Abdrahim, si tu permets, ici, en parlant de personnes clés, normalement, quand on est dans une entreprise relativement structurée et qui travaille la capitalisation, on parle plutôt de compétences clés parce que si on est dépendant d'une personne clé, ça c'est un risque majeur. Donc ça c'est seulement une parenthèse Oui, pour tirer l'alarme ou sonner l'alarme par rapport aux entreprises qui continuent à miser, si on peut appeler ça comme ça, sur des personnes plutôt que sur des compétences clés de l'entreprise à travers la capitalisation et la capitalisation sur l'expérience de l'entreprise. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci. effectivement, effectivement. De toute façon, on va dire la liste n'est pas exhaustive. Donc là, ce que j'ai cité, c'est on va dire ce qu'on appelle les familles de risques. Quand on parle de risques, ben, il faut qu'on identifie quels sont les types de risques qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise. Que dans notre système de management des risques, il faut qu'on essaie au maximum d'être exhaustif. Okay. Et ici, pardon, c'est Abdrahim, une autre chose par rapport à la personne clé. Ici, on peut souligner l'importance par rapport à la gouvernance de la direction générale. Donc ça, c'est un risque qui est normalement la gouvernance a vu le jour, la gouvernance pour l'entreprise a vu le jour avec les risques majeurs liés à la personne de la direction générale ou la présidence qui a eu comme conséquence pour certains cas, c'est-à-dire la faillite de certains grands groupes à l'échelle mondiale. Voilà, donc ces deux points. Effectivement, effectivement. On a eu des cas ici au Maroc où des entreprises qui ont été bâties par des, on va dire, par des personnes en fait, qui ont bâti d'une main de fer et qui gèrent d'une main de fer, qui géraient auparavant d'une main de fer l'entreprise. Donc, on va dire, une fois ces personnes ne sont plus, on va dire, à la tête de ces entreprises, ben, tout le système dépend des deux et le système il s'écroule rapidement. Donc, ça, c'est également un risque. De toute façon, quand on parle de management de risque, il y a cette volonté on va dire d'asseoir cette transformation au niveau du mindset, au niveau du système de gouvernance. Il faut que le top management, qui peut être également à l'origine de ce risque, il faut qu'il soit persuadé, il faut qu'il soit convaincu qu'il faut changer on va dire, de mode de gouvernance. Okay. Et par la même occasion, de souligner l'importance des aspects éthiques. Ouais. Par rapport à la gouvernance et la personne de la direction générale, mais aussi en termes de code de conduite par rapport à l'ensemble de la structure. Donc, ça aussi, c'est un risque. On risque de ne pas apercevoir et à passer à côté. Et généralement, il a des conséquences fâcheuses pour toute la structure. Voilà. Absolument, juste ce que je veux rajouter, c'est Abdrahim par rapport à ce point-là, en fait, relatif, je dirais, à la centralisation d'un certain nombre, je dirais, d'un certain pouvoir, je dirais, décisionnel auprès d'une personne ou bien d'une certaine dépendance au niveau, sur le volet gouvernance par rapport à une personne. Et justement, en fait, l'histoire, il est pleine en fait de scandales. Des scandales en fait qui ont été le résultat des problèmes de gouvernance justement entre ce qu'on appelle les problématiques relatives à l'asymétrie d'information, c'est-à-dire la relation qui règne entre l'agent et le principal. Justement, c'est des problématiques en fait que quand un principal il mandate un agent pour en fait sa maîtrise sur un sujet, etc. Donc ça entraîne, je dirais, une certaine dépendance et une certaine centralisation vis-à-vis d'une seule personne.
Et c'est vraiment trop risqué pour l'entreprise dans le sens où si cette personne, il part, ben, toute la structure, il pourrait subir en fait des conséquences fatales en termes de gestion et en termes, je dirais, de pérennité parfois d'activité. Ok, parfait. Merci, c'est Asman, tu as raison. Donc là, en fait, ça c'est, comme j'avais expliqué, ça c'est plusieurs familles de risques. Et quand vous faites votre système de management de risque, il faut identifier les sources de risque, hein. C'est quand on fait l'exercice au niveau d'un système de santé-sécurité, on identifie les dangers au sein de l'entreprise. Donc la même chose, il faut qu'on identifie, et vous allez avoir des processus qui présentent plus de risques que d'autres. Donc même en termes de pondération, et en termes de, on va dire, de surveillance, certains process ils doivent être surveillés beaucoup plus fréquemment que d'autres. Alors, le système de management de risque, il s'appuie sur trois éléments. Donc, le premier élément, c'est ce qu'on appelle les principes. Alors, sinon, on met les principes. Les principes, c'est à l'instar de ce qu'on trouve au niveau des autres référentiels. La qualité, je pense que la plupart de vous connaissez un petit peu le volet qualité. On a ce qu'on appelle les 7 principes de management de la qualité. Alors, l'ISO 31000, on va dire, un certain nombre de principes. Donc, ils sont au nombre de 8, en fait, qu'il faut prendre en considération lorsqu'on fait la conception de notre système de management des risques. Maintenant, par rapport à ce système de management des risques, il s'appuie sur deux piliers. Donc, le premier, c'est concevoir notre cadre organisationnel. Donc, on va dire, voilà, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez là cette roue avec au centre le leadership en tant que, on va dire, activité qui doit impulser de l'énergie dans les différents maillons de l'organisation. Hein. Donc, le leadership, il faut qu'on le retrouve dans toutes les phases de conception du système, que ce soit sur le plan stratégique, que ce soit sur le plan opérationnel. Et bien sûr, on a ce qu'on appelle le processus. Donc, la norme, elle prévoit on va dire, un troisième chapitre qui est le processus, qui reprend, on va dire, d'une manière opérationnelle, comment entamer une analyse de risque opérationnelle sur le terrain. Okay. Donc là, on a les principes de management du risque. On a le premier pilier, c'est le cadre organisationnel. Donc ce système, il faut lui prévoir une ossature organisationnelle. Et dans cette ossature organisationnelle, il faut planifier et mettre en œuvre toute, on va dire, l'approche analyse de risque que vous allez déployer au niveau de l'ensemble de vos processus. OK? Alors, c'est quoi un cadre organisationnel? Alors, le cadre organisationnel, donc, qui vise à la création et la préservation de la valeur, ça c'est l'objectif, on va dire, d'un système de management des risques, c'est qu'il faut, il y a ce qu'on appelle l'intégration, il faut avoir un système structuré et global. Quand on dit un système intégré, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer au niveau du système de management de l'entreprise, il faut qu'il fasse partie du système de gouvernance de l'entreprise, il ne faut pas qu'il soit dissocié on va dire de la gouvernance de l'entreprise, il ne faut pas qu'il soit dissocié de la stratégie de l'entreprise. Il est structuré et global, donc il y a on va dire, il y a une certaine manière de concevoir le système. Il faut qu'elle soit adaptée à la finalité de l'organisme. Il faut qu'elle soit inclusive, dynamique. Il faut qu'il offre une meilleure information disponible et fiable. Et bien sûr, le facteur humain et culturel, il faut investir pour la mise à niveau des compétences, pour une meilleure implication. Et également, le dernier principe de s'inscrire dans la dynamique d'amélioration. Donc, on a d'une manière très succincte le principe. Quand on parle d'un système qui doit être intégré, le management du risque est intégré à toutes les activités de l'organisme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise avec un certain nombre de processus, il faut qu'au niveau des différents processus, il faut prévoir, on va dire, l'approche risque en tant que levier de management de ces processus, en tant que levier qui permet de définir ou de déterminer les décisions éclairées au niveau de ce processus. Il faut qu'il soit structuré et global. Donc, une approche structurée et globale du management des risques contribue également à la cohérence des résultats qui peuvent être comparés.
Donc, il faut qu'il y ait une méthodologie. D'ailleurs, quand on définit une méthode d'analyse de risque, ben, généralement, on essaie de garder la même méthodologie pour que les résultats soient comparables. Ce qui peut arriver parfois dans certaines entreprises, c'est qu'on identifie un certain nombre de risques et on les code selon une démarche. Et après, on change toute la démarche. On change dans les formules de calcul, on change on va dire, dans même, on va dire, la mesure de la perception de l'équipe multidisciplinaire qui a participé à l'analyse de risque, chose qui peut, on va dire, fausser, on va dire, l'évaluation. Et par conséquent, on risque d'avoir des évaluations de risque qui ne sont pas comparables. C'est pourquoi il faut avoir une démarche qui est structurée et globale. D'ailleurs, quand on dit structuré, la meilleure manière pour structurer, il faut standardiser, on va dire, la démarche, avoir des procédures d'analyse de risque, que ce soit à caractère stratégique, que ce soit une procédure d'analyse de risque opérationnelle. Peut-être qu'il faut prévoir des méthodes spécifiques à chaque type d'activité. On va dire l'approche risque qu'il faut utiliser lorsque je vais analyser le processus financier. Ça ne va pas être la même approche quand je vais analyser les risques associés à un processus de production. Ça ne va pas être également la même chose quand je vais analyser, on va dire, les risques liés au processus maintenance. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que parfois, on utilise la même démarche, on utilise la démarche AMDEC, qui est une méthode d'analyse de risque. On la retrouve dans l'analyse de risque stratégique, on la retrouve dans l'analyse de risque financier, on la retrouve alors que l'AMDEC, il est beaucoup plus adapté, par exemple, pour tout ce qui est AMDEC, conception produit. Ça veut dire qu'il faut identifier les risques liés à mon produit. Il faut l'utiliser, l'AMDEC, lorsque je vais analyser les risques liés à mon process pour identifier quels sont les paramètres qui vont nécessiter plus de surveillance et qu'une déviation au niveau de ces indicateurs, des paramètres, ils peuvent générer de la non-qualité, ils peuvent générer, on va dire, des coûts supplémentaires. J'utilise également l'AMDEC pour identifier, on va dire, les éléments nécessaires pour asseoir un panier de maintenance préventive qui est adapté à la fiabilité de l'équipement, mais je ne l'utilise pas. Il est moins approprié lorsque je vais traiter les risques liés à un aspect stratégique. Lorsque j'analyse tout ce qui est stratégique, donc l'approche PESTEL, l'approche SWOT, HAZOP, donc vous allez trouver des méthodes qui sont beaucoup plus adaptées à certaines activités. Ce qui fait, il faut que notre système de management de risque, il faut qu'il prenne en considération la typologie d'activité ou de processus qui doit faire l'objet d'analyse de risque et il faut utiliser les outils les plus appropriés. D'ailleurs, la ISO 31010, et là je précise, la ISO 31010, vous allez trouver qu'il y a une multitude d'outils et que ces outils, ils vont vous recommander au niveau de cette norme chaque outil là où il est le mieux, on va dire, le plus fructueux, le plus intéressant à utiliser. Alors, il faut que le management de risque, il faut qu'il soit adapté, donc le cadre organisationnel et le processus de management des risques sont adaptés et proportionnés au contexte externe et interne de l'organisme, et ainsi que ses objectifs, il faut qu'ils soient adaptés. On ne peut pas, on va dire, concevoir notre système de management sans tenir compte du risque des enjeux internes et externes dans lesquels se trouve l'entreprise. Donc l'entreprise, elle est dans un contexte bien déterminé, elle est face à des menaces, elle est face à des opportunités externes, elle a un certain nombre d'enjeux internes, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan gouvernance, éventuellement sur le plan technique. Il faut qu'il prenne en considération ces éléments pour qu'on puisse, on va dire, mieux concevoir notre cadre organisationnel. Mais il faut qu'il soit inclusif, donc l'implication appropriée au moment opportun des parties prenantes permet de prendre en compte les connaissances, leurs opinions, leurs perceptions. On a les parties, on va dire les parties prenantes, ce sont les employés, ce sont les fournisseurs, les prestataires, ce sont les banques également pour tout ce qui est risque financier. Donc toutes les parties prenantes qui peuvent influencer d'une manière ou d'une autre, on va dire, notre manière de gérer les risques associés à nos activités, associés à nos objectifs, il faut qu'on les implique, il faut qu'on les inclue dans notre démarche d'analyse. Okay? D'ailleurs, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan processus, il y a cette notion de communication et consultation qui est, on va dire, recommandée par la ISO 31000. Okay?
Alors, il faut qu'ils soient dynamiques. Les risques qui peuvent surgir, ils peuvent être modifiés, disparaître. Donc, certains risques, ils peuvent apparaître, hein. Exemple, le risque lié à la pandémie, la Covid-19, c'est un risque tout ce qui est risque biologique, c'est un risque qu'on commence on va dire, à mettre en valeur dans notre analyse de risque au niveau de l'entreprise. Alors qu'auparavant, c'est un point qui était faiblement, on va dire, pris en charge dans notre système de management de risque. Le risque, il peut être modifié en fonction de notre retour d'expérience. Ça veut dire que notre retour d'expérience, l'occurrence ou la vraisemblance ou la gravité et qu'on a identifié initialement pour le risque, avec notre retour d'expérience, avec le suivi de notre base d'incidents, nous a permis encore de faire une cotation qui peut être différente. C'est-à-dire que mon risque, il peut, on va dire, être beaucoup plus important ou moins important en fonction de notre retour d'expérience. Un risque, il peut également disparaître si la source du risque disparaît, donc automatiquement le risque lui-même va disparaître. Donc, quand est-ce qu'il va le risque surgir, être modifié ou disparaître, bien sûr, lorsque également le contexte interne-externe d'organisme change. Donc, bien sûr, un système de management, il est toujours dans une logique d'anticipation, de prévention, de détection, reconnaître et réagir face à des changements, événements en temps voulu et de manière appropriée. Il faut que l'information, bien sûr, soit disponible. Il faut que la meilleure information soit disponible. Il ne faut pas s'écrouler, on va dire, sous une masse d'informations. Donc, il faut que d'abord, il faut identifier quelles sont les informations les plus pertinentes qu'il faut collecter et que, on va dire, ces données, ils vont nous servir à mieux compter nos risques. Alors, les données d'entrée du management du risque sont fondées sur des informations historiques. D'ailleurs, moi, personnellement, je recommande à ce qu'on mette en place une base d'incidents. Donc, tous les incidents constatés, il faut les mettre dans une base de données. Ça, c'est une pratique qui existe au niveau des banques. Ils sont très orientés à approche risque. Ils ont même des référentiels, on va dire, qui sont dédiés pour l'analyse de risque. Alors, on a les facteurs humains et culturels. Le comportement humain et la culture influent d'une manière significative sur tous les aspects du management du risque à chaque niveau, à chaque étape. Donc ça, je pense que c'est clair. Et puis, le processus d'amélioration, c'est que... C'est Abdrahim, par rapport aux facteurs humains et culturels, ici, il est à préciser que, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet un peu de mettre en évidence cette culture, c'est par exemple, on peut avoir une approche qualité en parlant de satisfaction client. Tout le monde doit parler satisfaction client, par exemple. Ou une approche commerciale, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires et en termes de volume de vente, etc. Tout le monde est orienté marché, vente, etc., chiffre d'affaires. Mais aussi, on peut avoir cette culture de risque quand c'est-à-dire en termes de baromètre, quand on va constater cette culture à tous les niveaux. Quand on parle d'inclusif, par exemple, en termes de principe, et par rapport à l'aspect culturel, on doit le constater dans tous les niveaux que parmi les mots qui reviennent c'est-à-dire l'intégration aussi de cette approche risque à tous les niveaux, et même au niveau, c'est-à-dire échange, communication et tout, le risque est présent. Comme par exemple quand on parle de sécurité, on sent que la structure est là, c'est-à-dire en termes, de maturité au niveau sécurité, du top management à l'opérateur, tout le monde a cette sensibilité par rapport aux aspects sécurité. Donc, culturellement, ça doit être constaté, c'est-à-dire de manière tangible et non pas seulement sur les propos et les slogans, etc. Et c'est ça ce qui manque généralement c'est-à-dire dans les entreprises qui prétendent peut-être qu'ils ont une démarche risque et tout ça. Et quand on fait un audit, on constate que ce qui est présenté de manière, c'est-à-dire attirant dans les documents officiels, il n'en est rien sur le gemba, sur le terrain. Voilà.
Ok. Merci, Sebarjami. Moi, je reviens sur une chose, c'est que le système de management des risques, on aurait pu avoir la même structure HLS que les autres référentiels, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les normes qui sont sous forme de lignes directrices de recommandation, généralement, ils ont une structure qui est relativement différente. Alors que si on prend le système, مثلا 45001, c'est un système de management des risques SST. Si vous prenez le système 14001, c'est un système de management des risques environnementaux. J'ai à simplifier la chose. OK? Et que vous allez trouver que l'identification de danger et l'évaluation des risques, on va dire, c'est la partie processus. Et quand vous parlez de l'analyse du contexte, les risques et les opportunités à caractère stratégique, on est dans un cadre organisationnel. Lorsqu'on parle de l'audit interne, on est dans un cadre organisationnel. Le système de management des risques, en fait, il a la norme, on va dire ISO 31000. Moi, je pense qu'ils n'ont pas, en fait, on va dire, profité de la synergie qui existe en fait, et des avancées qui ont été faites au niveau des référentiels de management de la qualité et sécurité, on va dire d'une manière générale, les systèmes de management intégré. Anyway. Donc, à nous, les principes. Sauf c'est Abdelrahim, si on veut faire une harmonisation des différentes normes, par exemple, ISO 9001, on parle de risque au niveau des processus, mais ça reste relativement light. Mais par rapport. C'est pas une exigence, c'est pas jamais. Tout à fait. Si je prends la 31 000, c'est une norme beaucoup plus globale et elle va du stratégique à l'opérationnel et elle intègre les autres normes, c'est-à-dire elle est cohérente à tout ce qui est ISO 9001, 45001 ou 14001, à condition qu'il y ait une certaine, c'est-à-dire une politique claire et intégrante. Voilà. En fait, oui, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle par exemple de l'ISO 9001, on a le volet contexte intégré, c'est-à-dire la politique qualité dans la stratégie globale de l'entreprise. Et cette stratégie, elle est inspirée d'une analyse plus globale des risques selon le référentiel 31 000. Voilà. Alors, au niveau de la 9001, au niveau des autres référentiels de management, on ne demande pas à faire une analyse de risque, de converger les systèmes vers un système de management des risques. On demande d'utiliser l'approche risque en tant que composante de la planification du système qualité, du système de management de l'environnement, du système de management de la sécurité. C'est-à-dire que le système de management, l'objectif, ce n'est pas de substituer le système de management existant par le système de management des risques. Maintenant, vous voulez mettre en place un système de management des risques, mais par rapport à vos objectifs. Maintenant, si vos objectifs n'incluent pas l'environnement, ils n'incluent pas l'environnement. Ça veut dire par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Vous avez des objectifs financiers, vous avez des objectifs en termes de profitabilité, vous avez des objectifs en termes de continuité d'activité, vous avez des objectifs en termes de développement portefeuille client, vous avez des objectifs internes. Vous pouvez inclure les autres objectifs, on va dire, à caractère environnemental, pardon. C'est à ce moment-là, oui, on va prendre en considération, on va dire, les aspects ou les démarches qui sont, on va dire, imposées par la 14001 ou par la 9001 ou par autre. Donc là, on est en train de parler d'un système de management des risques par rapport aux objectifs de l'organisme. Donc l'organisme, il a fixé un certain nombre d'objectifs, quels que soient ces objectifs, sa manière de gestion et comment atteindre, comment il va utiliser, on va dire, l'approche, son système de management des risques pour verrouiller et pour atténuer, on va dire, le risque, on va dire, de ne pas atteindre les objectifs que l'entreprise s'est fixés. Okay. Justement, pour laisser une marge, c'est-à-dire une certaine flexibilité par rapport aux décideurs, il y a la marge pour faire des choix. Voilà. Exact. Alors, ça, c'est les principes. Ça, c'est à l'instar de ce qu'on a fait les autres normes, dans ce qu'on appelle les principes. Et puis, vous avez le cadre organisationnel du système de management des risques. C'est l'équivalent d'un système, on va dire, sur le côté, on va dire, organisationnel d'un système de management.
on va dire, c'est le côté, pour les gens déjà qui sont familiarisés avec les autres référentiels, qualité et autres, c'est comme si on est en train de parler du chapitre 4, de l'analyse du contexte, du chapitre 6, l'approche risque, du leadership, hein, chapitre 5, du chapitre 9 et 10, donc tout ce qui est surveillance et via les audits internes, via les revues de management, via l'analyse des non-conformités. Donc, tous ces éléments, c'est l'équivalent du cadre organisationnel du système de management des risques au niveau de la 31 000. OK? Donc, la finalité du cadre organisationnel du management du risque est d'aider l'organisme à intégrer le management des risques dans les activités et les fonctions significatives. Les fonctions significatives, c'est-à-dire c'est les fonctions dont le risque est significatif. Et puis, l'efficacité du management des risques va dépendre de son intégration dans la gouvernance de l'organisme. Plus les résultats qui émanent de votre management de risque, ils sont traités dans les instances de gouvernance où les décisions sont prises pour orienter l'organisme ou pour traiter des problèmes même à caractère opérationnel, le système de management de risque, et on va dire, il aura, on va dire, son impact positif sur le fonctionnement de l'organisme. Maintenant, si le management des risques il est, on va dire, déconnecté de notre processus décisionnel au sein de l'entreprise, automatiquement, ça devient un système, un fardeau et un problème à gérer plus qu'un dispositif qui aide à la décision. Et là, quand on parle du leadership, le leadership, il y a l'intégration, il faut l'intégrer dans ça, on l'a vu par rapport au principe, donc c'est un principe qui est repris, on va dire, en tant qu'orientation dans le chapitre 5.1.2, au niveau du chapitre 5, c'est l'intégration du système dans le système global de management de l'entreprise. Il faut concevoir le système, okay? Il faut mettre en place ce qu'on a conçu comme dispositif organisationnel. Il faut évaluer ce cadre organisationnel et ce qu'il permet d'atteindre, on va dire, les objectifs. Et évidemment, il faut l'améliorer d'une manière continue. Maintenant, au niveau de l'intégration, quand on parle de l'intégration, c'est qu'il faut prendre en considération les éléments en ce qui concerne l'adoption. Ça, c'est beaucoup plus, on va dire, une proposition. C'est que l'intégration, déjà la conception en tenant compte, on va dire, de l'approche processus, définir les rôles et les responsabilités en matière d'analyse de risque, hein, au même titre que les autres référentiels. Il faut asseoir des systèmes de gouvernance et de surveillance. Il faut développer une dynamique d'amélioration, éventuellement à travers une procédure d'amélioration ou des mécanismes de traitement des incidents. Et également mettre en place des canaux de communication pour la consultation et la participation des parties prenantes. Quand on parle de la compréhension, de la conception du système, il faut comprendre l'organisme et son contexte. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu dans les états référentiels. Donc, il faut identifier les enjeux internes et externes. Il faut également surveiller leur évolution et regarder comment ils peuvent influencer les orientations stratégiques de l'organisme. Okay? Il faut qu'il y ait également un engagement, on va dire, généralement formalisé en matière de management des risques. Au même titre que lorsque vous le faites dans la qualité, il faut formaliser vos intentions dans une politique qualité. Vous devez le faire également, il est recommandé de le faire dans le cadre du management des risques. Il faut mettre en place une organisation, donc un organigramme, il faut définir les responsabilités et les autorités relatives à votre cadre organisationnel. Il faut fournir les ressources humaines, matérielles nécessaires pour faire fonctionner votre système de management des risques. Parfois, on utilise même des logiciels pour évaluer les risques. On peut utiliser même des bases de données qu'on achète pour qu'on puisse en fait, enrichir notre analyse de risque. Et également tout le volet communication, concertation ou participation des parties prenantes. Toujours dans la conception du cadre organisationnel, donc il faut mettre en place un plan d'action. Donc, un plan d'action avec un calendrier qui fait quoi, quand, avec, il faut que ça soit budgétisé également, ce qu'on appelle le programme
c'est l'équivalent du programme de management dans les autres référentiels. Ça, c'est le plan d'action pour atteindre les objectifs et pour également atténuer les risques que vous avez identifiés, on va dire, sur le plan organisationnel, à travers l'analyse du contexte. Il faut définir les règles de gouvernance et de prise de décision. Par exemple, la constitution des comités, que ce soit le comité de direction ou si vous avez des comités d'analyse de risque ou le comité de compliance, vous pouvez avoir plusieurs comités qui sont impliqués dans la prise de décision et qui peuvent faire appel à des parties prenantes qui ne sont pas parfois forcément, qui ne font pas forcément partie, on va dire, de l'organisation de l'organisme. Okay. Donc, il faut également impliquer, sensibiliser les parties intéressées, pertinentes, les parties prenantes dans la démarche et également intégration de cette démarche dans les activités de l'entreprise. Alors, ça, c'est par rapport, on va dire, la partie conception. Donc, quand vous avez conçu, il faut évaluer, il faut mettre en œuvre votre cadre organisationnel. C'est ce qu'on vient de voir, et il faut l'évaluer. Donc, l'évaluation, elle consiste à mesurer périodiquement les performances du cadre organisationnel, de votre système de management des risques, par rapport à sa finalité au plan de mise en œuvre, par rapport aux indicateurs, par rapport au comportement attendu, et qu'il faut vérifier qu'il est pertinent pour aider à atteindre les objectifs. Généralement, ce qu'on retrouve dans les autres référentiels, ce qu'on appelle, il faut mettre en place des systèmes d'audit de votre système de management, on va dire, de risque, et également mettre en place une revue de management du risque. C'est-à-dire qu'il faut vérifier est-ce que tout ce que vous avez prévu comme dispositif pour gérer vos risques stratégiques, opérationnels, tactiques, aujourd'hui, vos dispositifs, ils sont efficaces, ils sont pertinents. Est-ce que, on va dire, le dispositif de collecte, d'identification des incidents, est-ce que c'est un dispositif qui marche très bien? Est-ce que l'analyse des plaintes ou des réclamations par rapport à certains risques non maîtrisés, est-ce que également c'est un dispositif qui fonctionne très bien? Donc, tous vos dispositifs que vous avez identifiés dans votre système de management de risque, vous pouvez évaluer les résultats par rapport à une période donnée, généralement par rapport à une année d'exercice. Regardez les résultats obtenus. Est-ce que vos dispositifs, est-ce qu'ils sont pertinents? Et dans ce cas, il faut les maintenir pour l'année N+1, ou est-ce que ces résultats, ils nécessitent, on va dire, une revue du dispositif lui-même, ou ils vont nécessiter plus de ressources, plus de sensibilisation, plus de mise en place des moyens. Voilà. Et ça, c'est l'objectif, on va dire, de cette évaluation. Sachant que vous allez faire une évaluation au niveau du processus, au niveau de la partie opérationnelle. Ça veut dire que lorsqu'on va identifier les risques, on va les évaluer, vous avez votre propre évaluation des risques. Et là, on est en train de parler de l'évaluation de votre cadre organisationnel. Et puis, toute la dynamique d'amélioration. Et là, l'objectif également, c'est l'organisme doit, on va dire, il convient que l'organisme surveille en continu, adapte le cadre organisationnel du management en fonction des changements internes et externes. Ça, on en a parlé. Et l'amélioration continue, il faut identifier, lorsqu'il y a des lacunes ou des opportunités d'amélioration qui sont identifiées, généralement, c'est ce qu'on appelle dans les systèmes de management, les autres systèmes de management, c'est ce qu'on appelle les non-conformités, ce qu'on appelle les événements indésirables, ce qu'on appelle les incidents. Au niveau du système de management du risque, ils les ont identifiés en tant que lacunes ou opportunités d'amélioration. Donc, lacune, on va dire, c'est un mode dégradé, et l'opportunité, on a la possibilité d'aller à un niveau de maîtrise beaucoup plus intéressant. Okay. Donc, il convient que l'organisme élabore un plan de définition des tâches et les attributs aux responsables de leur mise en œuvre. Une fois mise en œuvre, il convient que ces améliorations contribuent au renforcement du management des risques. Donc là, c'est pratiquement, vous pouvez en fait mettre en place une procédure ou une démarche de traitement des non-conformités, des incidents organisationnels. OK? Donc ça c'est au niveau du cadre organisationnel. Donc là, si je reprends avec le premier slide, pour que vous puissiez garder en mémoire que le système, donc il y a les principes, initialement,
on a le cadre organisationnel, ça c'est purement tout le volet management. Et puis vous avez la partie opérationnelle. Le processus, c'est l'équivalent du chapitre 8 les autres référentiels. Ça veut dire que c'est la maîtrise opérationnelle. Donc là, on va voir, on va dire le processus alors, qui est l'équivalent de la maîtrise opérationnelle dans les systèmes de management. On parle de processus. Alors, le processus, la norme, déjà, il a préconisé une certaine démarche. Ça veut dire qu'il faut analyser le contexte de votre processus. Vous voulez, par exemple, si on prend dans le cadre d'une approche processus, il faut, ça c'est notre domaine d'application, ça peut être le domaine d'application des ressources humaines, ça peut être, on va dire, le processus financier, ça peut être le processus maintenance. Donc ça, c'est notre domaine d'application. Donc, il faut identifier les domaines d'application et puis analyser le contexte par domaine, okay, et identifier les risques. Alors, il y a ce qu'on appelle l'appréciation du risque. L'appréciation du risque, et c'est Abdrahim, ne pas oublier quelque chose qui risque de nous échapper, c'est le risque projet. Donc le pour risque les projets, oui, voilà. Oui. Pour les projets aussi, c'est hyper important. Voilà, c'est ça. Donc vous avez les domaines d'application. Ils peuvent être des domaines d'application à caractère systémique, comme les processus, comme ça peut être des processus uniques, les projets. Un projet, c'est un processus unique. Donc, qui est défini par une date début, date fin, avec un planning de réalisation. Donc là, également, dans le cadre d'un système de management des risques, on peut mettre en place on va dire une appréciation, on va dire, du risque projet. Et quand on parle d'appréciation, la norme, il préconise à ce que l'appréciation commence d'abord par l'identification du risque, par analyser le risque. D'abord, il faut l'identifier. C'est quoi le risque? Et là, je fais référence aux différentes sources que j'avais évoquées initialement. Vous avez les risques stratégiques, vous avez les risques humains, vous avez les risques financiers, les risques d'image. C'est à vous de définir quels sont les risques par rapport aux objectifs qui sont assignés ou afférents au domaine d'application. Okay? Mais il faut l'analyser. Quand on dit l'analyser, est-ce que ce risque il est pertinent? Est-ce qu'il est significatif? Et par conséquent, cette analyse, il va donner lieu à une évaluation en termes, on va dire, de cotation, en termes de gravité, en termes d'occurrence, ce qu'on appelle de vraisemblance, qui va permettre d'évaluer le risque. Bien sûr, le risque, une fois que vous l'avez évalué, vous avez cette matrice de risque, fameuse matrice de risque, qui vous permet de dire, OK, ce risque, il est dans la zone rouge, ou il est dans la zone jaune, ou il est dans la zone verte. Donc, en fonction de vos propres critères, vous allez décider, on va dire, du traitement du risque. Et maintenant, le traitement en lui-même, il y a plusieurs modes de traitement. On va voir des exemples de traitement des risques qui sont préconisés. Une précision, c'est Abdrahim, par rapport à l'identification du risque. Le critère important, c'est l'exhaustivité. Quand on choisit un périmètre, donc l'étape de l'identification du risque, il faut être exhaustif, c'est-à-dire qu'il ne faut rien oublier en termes de risque. C'est à la phase d'analyse qu'on va commencer à définir c'est-à-dire la pondération ou le poids, commencer à avoir les éléments pour évaluer le risque. Donc, les éléments pour évaluer le risque, on les fait au niveau de l'analyse du risque. Et c'est à l'étape 3 qu'on va hiérarchiser les risques et qu'on va cibler quels sont les risques prioritaires. Donc, à l'étape identification, il faut être exhaustif. C'est important. Voilà. Exhaustif par rapport à l'objectif, aux objectifs qui sont afférents à votre domaine d'application. Tout à fait. Si par rapport au périmètre aussi. Voilà. Par rapport à votre périmètre. Voilà. Sinon, on risque de déborder par rapport à d'autres risques. Donc, vous avez un processus, là, vous avez et là, je vous recommande vivement, on va dire, d'être dans une logique d'approche processus avec les domaines d'application. On va dire, ça serait bien de les associer au processus de votre entreprise et que ces processus, ils ont une finalité, ils ont une vocation. Donc, lorsque vous allez faire une analyse de risque, vous allez la faire par rapport à, on va dire, par rapport aux objectifs, par rapport à la finalité de vos processus. Et le traitement du risque, on va voir des exemples. Et puis, tout au long de cette analyse, d'appréciation de risque, identification, analyse, évaluation, traitement, il y a lieu de consulter, communiquer et consulter toutes les parties intéressées pertinentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on va dire, écarter les parties intéressées dans cette démarche. D'ailleurs, ça, vous le retrouvez également au niveau d'IEL. C'est très apprécié au niveau d'IEL,
il y a la 45001, aussi exigé de faire ce qu'on appelle la participation, la consultation des travailleurs, que ce soit l'encadrement, que ce soit non encadrant, encadrant et non encadrant. Okay. Bien sûr, il faut faire un suivi, une revue, et puis tout ça, il doit faire l'objet d'enregistrement, d'une traçabilité, on va dire, pour garder, on va dire, l'information relative à l'amélioration. Bien sûr, là, vous regardez qu'on est dans une dynamique d'amélioration, donc le sens des flèches, on est dans une approche PDCA. Le graphe, moi, je l'ai repris au niveau de la norme ISO 31010. Ça, c'est pour vous montrer quels sont les outils. Mais sinon, vous avez l'analyse de risque, ce qu'on appelle les points de vue. Alors, les techniques B1, ça c'est par rapport à la 31010, permettant de faire d'émerger des points de vue. Le brainstorming, les techniques de Delphi, les techniques de groupes nominaux, les entretiens, les enquêtes. Donc, tous ces outils, vous allez les retrouver dans la 31010. Donc, ils vous permettent, en fait, de développer des techniques permettant de faire des points de vue. Okay. Alors, ces différents outils, c'est sûr, c'est les outils que vous allez utiliser pour identifier votre risque, pour analyser les risques et pour évaluer les risques. Et au niveau de la 31010, ils vous font une certaine recommandation. Ils vous disent, OK, les outils pour déterminer le domaine, le contexte et les critères, ben, essayez d'utiliser les techniques relatives au B1. Ça veut dire les 5 outils. Okay. Lorsque vous voulez identifier des risques, vous utilisez le B1, donc brainstorming, technique Delphi et les autres outils, mais également le B2 et le B3. Le B2, c'est l'identification des risques. Et là, vous avez ce qu'on appelle la liste des contrôles. Vous avez l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance et de leur effet, ou l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Vous avez l'ASOP, vous avez l'analyse des scénarios, vous avez le SWIFT qu'on utilise dans les process financiers. Donc là, vous allez utiliser, en fonction du domaine d'application, vous allez trouver qu'il y a un outil beaucoup plus approprié que d'autres. Détermination au niveau du B3, détermination des sources, des causes et des facteurs risques. Okay. Donc le B2, il permet d'identifier les risques. Le B3, il détermine les sources, les causes, telles que l'approche syndinique, méthode d'Ishikawa, donc le diagramme cause-effet, et l'analyse des causes initiales qu'on utilise très souvent dans, on va dire, ou l'arbre des causes qu'on utilise dans, on va dire, pour analyser les incidents à caractère santé-sécurité. Vous voulez évaluer les risques, ben, il y a des techniques d'évaluation qui sont également proposées par la norme. C'est à l'arc, diagramme fréquence, nombre, fréquence nombre, c'est FN. Alors, diagramme de Pareto, maintenance basée sur la fiabilité, indice de risque, et ainsi de suite. Donc, c'est important. Le slide, il va vous permettre, en fait, de voir quels sont les outils à utiliser par phase. Ça, c'est important. Okay. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, moi, je pense que la ISO 31000 sans la 31010, ça va rester quand même une norme qui aura, on va dire, on serait beaucoup plus, on va dire, dans un système où le cadre organisationnel il est mieux, il est bien conçu, et sur le plan opérationnel, il faut qu'on utilise les bons outils. OK. Alors, le risque, il faut planifier le risque, il faut l'identifier. Donc, il faut planifier comment faire l'analyse de risque, il faut l'identifier, les risques, il faut analyser l'analyse. Vous avez une analyse qualitative, vous avez une analyse quantitative. Quand on parle de quantitative, là, pour chaque risque, de façon plus analytique et subjective, ça, c'est, on va dire, c'est une analyse qualitative. Et qualitative transforme l'analyse qualitative en chiffres. Et quand on transforme, quand on dit ah c'est grave, le risque, on a fait on va dire une analyse qualitative. Maintenant, cette gravité, on va l'associer à un chiffre. Si c'est très grave, sur une échelle de 1 à 5, ça va être 5, ou 4, ou 3, ou s'il n'est pas du tout grave, ça veut dire qu'il est sans effet, on va lui donner une cotation 1. Donc on fait notre première analyse qualitative, qui a beaucoup plus un caractère subjectif, et qu'il est basé sur la compétence, le retour d'expérience
de l'équipe multidisciplinaire qui participe à l'analyse de risque, et puis qu'on peut transformer qualitativement en chiffres pour, on va dire, avoir une sorte de baseline qui va nous permettre de voir est-ce qu'on s'améliore par rapport à notre évaluation initiale. Okay. Bien sûr, une fois qu'on a fait l'analyse et qu'on a identifié les risques sur lesquels il faut engager des actions, ben on va planifier les réponses. Alors, les risques étant classés par ordre de criticité, la cinquième étape consiste à planifier les actions possibles pour chaque risque, donc que ce soit immédiat ou futur. Donc, en fonction, on va dire, de l'urgence et en fonction, on va dire, de l'importance du risque identifié, évalué. Donc là, je ne vais pas revenir sur ça, c'est l'identification des risques. Et puis, l'analyse des risques d'une manière qualitative et quantitative, vous avez on va dire, plusieurs méthodes. Donc, ça, c'est les méthodes, on va dire, la plus classique. Un risque, on lui définit ce qu'on appelle le MPR, le niveau de priorité du risque. Le niveau de priorité des risques, c'est le PR, ça veut dire c'est la probabilité. Donc, la probabilité très faible, par exemple, par rapport à ce tableau, et ça, ce n'est qu'un exemple, ça veut dire très faible, ça veut dire c'est le risque où le défaut, il apparaît 1 sur 1 million de pièces. Okay. Degré d'impact minime, bas, modéré, haut, très haut. L'impact sur l'objectif, ça veut dire qu'il va l'impacter d'une manière très significative ou on va dire son impact il est très très faible. Et puis la probabilité de détection, ça veut dire lorsque le risque se manifeste, est-ce que j'ai un système qui permet de le détecter? On a des risques, on a des effets qui peuvent être détectés qu'au moment de l'usage chez le client. Okay. Donc, vous avez on va dire, le dispositif de détection, il est également important. Donc là, ça, c'est une formule qui permet de calculer le niveau de priorité des risques. Et par la suite, là, vous pouvez définir ce qu'on appelle des seuils à partir desquels vous allez, on va dire, décider d'engager, on va dire, une réflexion par rapport aux actions à engager pour atténuer ou pour traiter votre risque. Généralement, ce que vous trouvez également dans la littérature ou dans ce qui se passe dans plusieurs entreprises, on définit ce qu'on appelle notre cartographie des risques. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on est dans une entreprise, on a par exemple une centaine de risques, ben on va les répertorier sur cette matrice pour dire, OK, on a 20 risques qui sont dans la zone jaune, on a 30 risques qui sont dans la zone verte, on a 2 risques dans la zone bleue, on a 1 risque dans la zone rouge. OK. L'objectif, c'est vraiment de migrer de la zone, on va dire, jaune vers la zone, on va dire, rouge. Les codes couleurs, ils auraient pu être, on va dire, inversés. Alors, l'évaluation du risque doit être faite par des spécialistes du domaine exposé au risque. Ça veut dire que ça, c'est important. Le choix de l'équipe qui fait l'évaluation du risque, il faut qu'il soit bien choisi, les membres. Il faut que ce soit on va dire des parties prenantes qui ont de l'expertise par rapport à ce risque. Et que chacun il a la possibilité de donner son avis selon son vécu. Okay. C'est une multidisciplinarité au niveau on va dire, de l'équipe qui fait l'évaluation de risque. Il va vous permettre de mieux cerner et de mieux évaluer beaucoup plus objectivement, on va dire, le risque. Même si l'évaluation sur le plan, on va dire, technique, c'est une évaluation qui est subjective. Sauf que cette subjectivité, elle va être réduite autant que possible lorsqu'on fait appel à des experts. Alors, la planification des réponses, ça veut dire face à un risque, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez improviser, donc ce manque de stratégie ne devrait s'appliquer que très rarement, lorsque le risque est trop difficile à cerner ou à évaluer, ou que son étude pourrait se révéler plus chère que les conséquences. C'est la réponse, on verra. On verra le jour où on a le risque. Okay. La planification peut également consister à éviter. Donc, cette stratégie consiste à réorganiser le projet d'activité en termes d'objectifs, prestations, marché, de telle sorte que le risque disparaît. Donc, on essaie en quelque sorte de l'éliminer. Okay. Ou bien que notre modèle de business d'affaires soit totalement protégé des effets de la survenue du risque en question. Par exemple, pour tout ce qui est recouvrement, certaines entreprises ils font appel à des entreprises on va dire, de recouvrement
pour éviter le risque de ne pas être payé à temps. Okay. Alors, je peux donner un deuxième exemple sur le côté transport de matières dangereuses, par exemple. J'apporte ici un témoignage. Quand j'étais dans l'activité gaz de pétrole liquéfié, on avait des camions, nos propres camions, pour transporter le vrac de gaz. Et la décision qui a été prise, vu les aléas de la route et tout ça, d'externaliser cette activité et de cette manière en éviter de supporter les conséquences par rapport au transport de cette matière dangereuse, d'autant plus que l'activité transport n'est pas notre activité principale, c'est-à-dire ce n'est pas notre cœur de métier, et donc il fallait faire appel à des spécialistes. Voilà. Donc, un témoignage par rapport à cet aspect. D'accord. Merci, c'est Barjami. Alors, je continue. Alors, la planification peut également consister à réduire l'impact. Donc, ça, je pense, vous connaissez déjà ou d'assumer, on va dire, le risque, parce que vous allez l'assumer parce qu'il y a une opportunité derrière. Parfois, on assume un risque parce que l'opportunité elle est intéressante. Okay. Donc, cette attitude consiste à dire qu'aucune adaptation du modèle d'affaires ne sera entreprise pour modifier l'importance de l'impact probable du risque. Plusieurs raisons peuvent motiver cette stratégie. La détectabilité du risque, il est bonne. Ça veut dire que le risque, même s'il y a un risque, on va dire de déviation, mon système de détection, il le détecte à 100%. Donc, ça veut dire que je verrouille le risque ou son effet, on va dire, au niveau de l'origine, au niveau du poste, au niveau de l'activité qu'il a générée. OK? Les conséquences du risque sont sans effet sur la bonne exécution. Aucune solution satisfaisante pour l'heure ne permet pas de se prémunir des conséquences du risque au cas où il surviendrait. On peut partager le risque, l'histoire de l'assureur et le réassureur. Okay? Ça veut dire que le risque, je ne l'assume pas tout seul, je vais le partager avec d'autres partenaires. Okay? Je peux le transférer carrément le risque. Okay? Alors, les réponses, bien sûr, il faut les planifier dans un plan d'action. Donc, qui fait quoi? Parfois, il faut le budgétiser. Et quelles sont, on va dire, cette information, on la retrouve au niveau de quel document, au niveau de notre système de management des risques. Alors, il faut bien sûr revoir et surveiller votre plan de traitement du risque. Est-ce qu'il a été mis en œuvre? Est-ce que les risques ont été effectivement soit atténués, soit transférés, soit, on va dire, maîtrisés d'une manière globale selon ce que vous avez, on va dire, identifié comme mode de traitement, mais également votre retour d'expérience par rapport aux risques et par rapport aux incidents, il va vous permettre également de s'assurer est-ce que la cotation que vous avez afférée à votre risque, est-ce qu'elle est toujours pertinente ou est-ce qu'il faut la revoir. Donc là, l'objectif de la revue, c'est de s'assurer de l'évaluation et de l'efficacité et de la performance des moyens de maîtrise en amont, de l'analyse des résultats et des tendances, okay, de la possibilité de générer d'autres risques. Okay. Même certaines actions, lorsque vous allez les mettre, il faut toujours se poser la question, je vais mettre en place un dispositif pour atténuer un risque A, mais est-ce que le dispositif que je vais mettre en place, il va me générer un autre risque? Donc il faut que j'ai ce réflexe chaque fois que je vais mettre en place une action qui peut générer même un changement au niveau de l'entreprise. Alors, la revue des options de traitement suite au changement du contexte, certains risques que vous avez assumés à un moment donné, peut-être avec le changement du contexte légal, réglementaire et autres, vous allez décider de le traiter. Okay? L'alimentation et la mise à jour de la base de données qui est un élément. Un exemple de dispositif mis en place et qui peut générer des risques, je donne l'exemple de la maintenance conditionnelle, par exemple. Si on décide d'implanter une maintenance conditionnelle dans l'entreprise, donc il y a une partie sur l'instrumentation qui peut générer des risques. Donc l'instrumentation, si elle n'est pas bien choisie, si elle n'est pas bien suivie, étalonnée, tout ça, donc, la maintenance conditionnelle, la politique, il va générer des risques des fois critiques et même catastrophiques. Voilà. Donc, Effectivement, c'est vrai.
Alors, ça, c'est par rapport à la revue et la surveillance. Là, je donne quelques exemples de risques par activité. Donc, ça, c'est un exemple pour les ressources humaines. Vous avez le risque R1, c'est le turnover élevé. Donc, le responsable sur ce risque, c'est le directeur des ressources humaines. Quels sont les faits de ce risque? C'est que j'ai un faible capitalisation des ressources humaines, détérioration de l'image de marque auprès on va dire des candidats qui peuvent, on va dire, des candidats ou des profils qui peuvent être intéressants pour mon activité et que le fait d'avoir une image que mon turnover il est élevé, c'est-à-dire que pour ces candidats potentiellement importants pour notre organisme, peuvent désister, ils peuvent ne pas postuler pour notre structure. Donc, ça détériore, on va dire, l'image de marque. Donc, la déperdition des compétences, l'organisation défaillante, structure instable, tous on va dire, c'est les effets qui peuvent être engendrés par ce turnover élevé. Manque de formation et de compétences, ça c'est la nature du risque. Donc le responsable direct sur ce risque, c'est le responsable formation ou le directeur des ressources humaines. Et quels sont les effets? C'est que vous avez faible motivation du personnel, faible fidélité et appartenance du personnel. Il peut générer un risque, le turnover qui génère d'autres risques, faible rendement RH, donc en termes de productivité ou en termes de performance, et manque du plan d'évaluation. Les achats, ça c'est un autre exemple. Les achats, vous avez plusieurs risques au niveau de l'expression besoin. Quels sont les risques? Ça veut dire là, on a pris le processus achat qui est, on va dire, qui est décliné en plusieurs activités. La première activité, c'est que pour faire un acte d'achat, il faut exprimer le besoin. Cette expression de besoin, par exemple, pour ce cas précis, il a identifié 3 risques opérationnels. Mauvaise identification du besoin, mauvaise spécification technique mal définie ou ignorée, spécification technique mal définie ou ignorée, absence de validation du besoin d'achat qui devrait être validé. Ça, c'est un risque. Établissement de la demande d'achat, la même chose. On a identifié 2 risques. Un DA mal renseigné, une demande d'achat non validée par la hiérarchie, et ainsi de suite. Consultation des fournisseurs, consultation incomplète. Il faut, par exemple, que je consulte 3 ou 4 prestataires, je consultais un seul. Une comparaison incohérente des offres, ça veut dire que je n'ai pas choisi le mieux disant, ça veut dire que les pondérations d'évaluation, on va dire, pour sélectionner un fournisseur, peut-être qu'ils ne sont pas cohérents. Donc là, on va dire, l'idée, c'est vraiment de prendre un processus, de décliner en activité et on identifie quels sont les risques par activité. Bien sûr, par rapport à ces risques, on peut fixer, on va dire, des seuils, on va dire l'évaluation de mesures de criticité. Alors, si il est supérieur à 90%, il est critique. Alors, tolérance de surveillance, que ce soit moins 10%, moyen de maîtrise, formalisation du besoin sur la demande d'achat. Le responsable d'achat, action corrective, revue de spécification ou préventive, c'est plutôt revue de spécification d'achat, validation du besoin par la hiérarchie et la fonction demandeur, respecter la procédure d'achat. Donc, et ainsi de suite. Pour chaque risque, vous avez des moyens de maîtrise existants et des moyens de maîtrise à mettre en place. Donc là, je peux sortir avec une cartographie par processus, cartographie de risque, où là, j'ai, on va dire, les différents risques et qui doivent, en fait, je vais identifier quels sont les risques qui doivent migrer vers les zones de maîtrise. Par exemple, le R44, je veux qu'il passe, on va dire, à la zone, on va dire, orange. R44, je ne sais pas, est-ce que je peux le retrouver ici? Là, voilà, 44, c'est contexte contrôle des prix. Donc, avec ces actions, donc avec on va dire le risque brut, c'est-à-dire avec les moyens de maîtrise existants, j'étais dans la zone rouge. Maintenant, en rajoutant à des actions préventives, en principe, je vais aller vers la zone de maîtrise. Parfait. Maintenant, je boucle avec les outils. Ça, c'est beaucoup plus pour vous rappeler qu'il y a des outils tels qu'on a vu dans on va dire le graphique initial, quand on a parlé du processus et qu'il faut faire référence aux différents outils par étape d'appréciation du risque. Alors, vous avez le tableau, il reprend la caractéristique, l'application, domaine d'application, horizon temporel, la description de chaque caractéristique. Donc, ça, c'est repris au niveau de le tableau.
Ça veut dire que B8, si je prends par exemple brainstorming, vous connaissez très bien en tant qu'outil. Donc ça, c'est les tableaux qu'on retrouve dans la 31010. Brainstorming, c'est une technique utilisée lors des ateliers pour simuler l'imagination, faire émerger, l'application, c'est faire émerger des points de vue. Okay. Donc là, on fait pas, on va dire, on n'évalue pas des risques, mais il nous permet d'évaluer des points de vue. Et là, vous remarquez qu'au niveau du domaine d'application, on trouve le chiffre 1, 2 et 3. Alors, le chiffre 1, 2 et 3, par rapport à la 31010, ça veut dire est-ce que ça concerne les risques stratégiques, tactiques ou opérationnels. Donc là, quand on dit tous, ça veut dire que le brainstorming, on peut l'utiliser pour émerger des points de vue par rapport aux risques stratégiques, pour émerger des points de vue par rapport aux risques tactiques et pour émerger des points de vue par rapport aux risques, on va dire, opérationnels. OK? Ça, horizon temporel, tous, donc tous les risques qui sont concernés. Et ça veut dire, on utilise le brainstorming, pardon, que ce soit sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Hein? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour les différentes cas de figure. Au niveau des décisions, donc, on peut prendre des décisions par rapport à des risques stratégiques, par rapport à des risques tactiques, par rapport à des risques, on va dire, opérationnels. À l'écart, il y a le P82, l'analyse, la LRP, en fait, critères de détermination de l'importance des risques, moyens d'évaluation et de tolérabilité de risque, ben, on l'utilise principalement pour le risque 1 et 2, c'est-à-dire stratégique et tactique. Alors, au niveau d'informations données de départ nécessaires, on n'a aucune, mais pour d'autres, les données d'information de départ, donc là, on a besoin d'informations de départ très élevées. Okay. L'expertise, on a besoin de l'expertise, oui. Le brainstorming, on a besoin d'une expertise faible et modérée. Quand est-ce que c'est qualitatif, quantitatif? Alors, le brainstorming, on est beaucoup plus dans le qualitatif, on n'est pas dans le quantitatif, ou dans le quantitatif, semi-quantitatif. Okay. L'effort à appliquer, est-ce qu'il y a un effort important à appliquer ou est-ce que l'effort il est faible? Quand on fait un brainstorming, généralement, c'est un dispositif qui se réalise en 20 à 40 minutes. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts de la part, on va dire, des participants. Là, vous allez trouver l'ensemble des outils, l'identification, on va dire, des risques. Là, vous allez trouver A applicable, fortement applicable, non applicable. Ça veut dire que quand vous allez trouver A, ça veut dire qu'il est applicable. FA, ça veut dire fortement applicable. NA, non applicable. Okay. Identification des risques, cette méthode, hein, l'identification des risques n'est pas applicable. Par contre, d'autres, par exemple, HACCP, hein, analyse des dangers, point de critique pour leur maîtrise, ben, il est fortement applicable. Hein, l'identification de risques, il est fortement applicable, cet outil, pour identifier les risques. Il est fortement applicable pour évaluer les conséquences et, on va dire, et le risque et le niveau de risque. Okay. Plutôt les conséquences, mais beaucoup plus de conséquences. HACCP, on n'est pas concerné par la vraisemblance ni par le niveau de risque. Évaluation du risque forte applicable. Et puis, le paragraphe au niveau de la norme ISO 31010, c'est le B4O. Et là, vous allez le retrouver pour l'ensemble des, par exemple, l'analyse des modes de défaillance de leur effet, de leur criticité LAMDEC, forte applicable en termes d'identification. Les conséquences, effectivement, cet outil il me permet d'évaluer la conséquence, d'évaluer la vraisemblance, d'évaluer le niveau de risque, d'évaluer le risque. Et le paragraphe correspondant, c'est le P2.3. Okay. Voilà, et puis le procédé d'évaluation des risques, ça c'est la suite. Voilà, donc j'ai fait un aperçu sur la 31010. J'ai rajouté également quelques slides pour démystifier, on va dire, l'approche technique d'évaluation des risques, ainsi que les outils qui peuvent être utilisés en s'inspirant de la 31010. Voilà, merci beaucoup. Donc, je cède la parole à nos amis Sibrjami et Atman, et également à l'auditoire, soit pour répondre à des questions, soit pour... Bien sûr.
Merci Merci, beaucoup. Abdrahim. Mohamed, Merci. pardon. Ah oui, tabarakallah, c'est une présentation, je dirais, très détaillée sur la norme ISO 31000 et justement sur les différents éléments de cette norme. Donc, tabarakallah alik, c'est Abdrahim. En fait, nous avons recueilli beaucoup de questions au cours de votre présentation. Alors, sans trop tarder, en fait, je vais céder la parole à Simstafa pour rebondir justement sur le sujet. Et après, donc, on abordera les questions des panélistes, ouais, les questions plutôt des participants destinés aux panélistes. Et après, donc, on va conclure notre webinaire. Donc, à vous, Simstafa. Et donc, je remercie ici Abdrahim pour la clarté, c'est-à-dire le détail donné sur la norme de manière étayée et détaillée. Donc, bon, je me permets de souligner, c'est-à-dire, quand il a parlé de la 31010, il a parlé de la LARP. Alors, la LARP, alors je me permets de mettre ça, voilà. Ah, pardon. C'est ça, c'est bon. Alors, la LARP, c'est, j'ai une partie à présenter. Je ne sais pas si je peux partager. Bien sûr. Oui. Alors, je prends ça. Vous pouvez partager Alors, je vais essayer de partager. Voilà, à 31 000. Alors, c'est ça. Je pense que c'est ça. Partager. C'est bon? Vous y êtes? Oui, c'est bon. Alors, je vais prendre ça. Je vais essayer de prendre ça et me positionner un peu sur. Alors, par rapport à l'ARP, alors à l'ARP, c'est as low as reasonably practicable. Donc, la zone d'ALARP, c'est si je me permets de présenter ça. Voilà. Alors, la zone ALARP est située entre la zone intolérable et la zone acceptée généralement, c'est-à-dire qui rentre dans ce qu'on appelle l'appétence de l'entreprise ou des décideurs. Alors, la zone ALARP, c'est une zone tolérée, c'est la zone de tolérance. Et ici, il y a le facteur coût, c'est-à-dire quand généralement c'est des niveaux de risque qu'on accepte parce que si on essaie de les réduire, ça va générer des coûts, d'accord, par rapport à la réduction du risque des coûts exorbitants. Et c'est relativement juridique. Dans certains pays, la notion d'ALARP, elle a un caractère juridique. C'est-à-dire, en cas d'accident, on doit justifier que ce qu'on a considéré comme ALARP est vraiment ALARP, d'accord, pour dégager d'une certaine manière sa responsabilité. Donc, d'ailleurs, en termes de définition, donc le principe ALARP stipule que tout risque doit être ramené au plus bas niveau possible ou jusqu'à un niveau qui soit aussi faible que raisonnablement possible. Donc, si un risque se situe entre les deux extrêmes, le risque résultant est alors le risque tolérable. Bon, ça c'est les définitions. Alors, la notion ici, la notion de perte. Donc, quand on parle de risque, il y a à la notion de risque est liée la notion de perte. Donc, et notamment dans le paramètre conséquence en termes de dommages. Donc, si un risque n'est pas suffisamment maîtrisé, donc ça peut induire par la suite un accident, et donc des pertes.
OK. Et ici, dans la démarche l'ICHAT, c'est-à-dire la conduite du changement vers l'excellence, j'ai recensé un certain nombre de risques au nombre de 25. Alors, au nombre de 25 qui vont du risque stratégique, passant par le risque social, RH et tout ça, financier, commercial, opérationnel et juridique. Alors, l'objectif, donc quand on parle notamment au niveau de la qualité totale, tout le monde se rappelle des zéros olympiques, zéro défaut, zéro panne, zéro stock, zéro délai et zéro papier. Donc là, par rapport au risque, on peut, c'est-à-dire lier la notion de risque management, la gestion de risque, à la notion d'excellence, notamment le business excellence ou là, l'excellence opérationnelle. Alors, on peut définir l'excellence, par exemple, opérationnelle de manière très simple et très simpliste en introduisant la notion de perte, c'est-à-dire on est dans la logique de l'excellence opérationnelle ou business excellence quand on a les pertes sont réduites à zéro, donc de manière utopique, ou sont réduites à leur niveau à l'ARP. D'accord? Donc, ça, c'est en termes de finalité utopique, c'est d'avoir des pertes égales à zéro, l'ensemble des pertes égales à zéro, mais de manière, c'est-à-dire réelle et opérationnelle, d'amener les risques à leur niveau à l'ARP, c'est-à-dire as low as reasonably practicable. Alors ici, en termes de démarche, on peut s'appuyer sur la démarche PDCA ou PDCI, Plan Do Study Improve, d'accord? Et donc, ici, vous avez la notion d'objectif et la notion d'ALARP, c'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est d'atteindre le niveau le plus bas raisonnablement possible du niveau de risque, mais pour y arriver, il faut qu'on définisse, c'est-à-dire une échelle, c'est-à-dire on évolue vers le niveau ALARP par des objectifs successifs. D'accord? Donc, pour avoir justement ce qu'a dit Sir Abdelrahim, une démarche dynamique, donc une évolution progressive de maîtrise de risque pour amener le risque au niveau ALARP. Et même le niveau ALARP, il est dynamique. Là, vous avez une roue qui est similaire à la roue de PDCA. C'est le plan DO, c'est-à-dire la roue réductrice du risque résiduel. Le risque que j'appelle le risque résiduel, c'est le risque ALARP. Donc, dans une démarche d'excellence qui vise le zéro perte, donc même le niveau ALARP, on peut le faire évoluer avec l'expérience de l'entreprise. D'accord? Et de ce fait, même le niveau ALARP, il est évolutif et il va d'un niveau à l'autre jusqu'à tendre, bien sûr, vers le niveau 0. Donc, c'est un niveau utopique, mais ça incite à une amélioration continue et donc une démarche d'excellence. Donc, voilà le schéma. Donc, on évolue d'un niveau à un autre et là, vous avez les objectifs. Donc, nous avons une amélioration des objectifs jusqu'à atteindre le niveau initialement défini, puis on fait évoluer le niveau ALARP et on fait évoluer les objectifs, ainsi de suite. Et ça, c'est la démarche d'excellence dont le noyau dur, c'est le risk management. Voilà, donc ce que je voulais dire par rapport à ce concept. Et je tiens à rappeler que l'ALARP, là, on l'a... moi, j'ai découvert ce concept quand je travaillais avec Shell. Donc, depuis 2004 jusqu'à 2014, 10 années d'exercice avec les pratiques Shell. Et cette notion d'ALARP était très, très utilisée. Donc, comme une référence qui permet d'améliorer
notre maîtrise des risques pour toujours tendre vers ces niveaux-là. Et ça, on peut le généraliser, pas seulement au niveau sécurité, mais on peut le généraliser à tous les aspects, que ce soit financier, commercial, stratégique et tout ça. Et ce qui est particulier dans ça, c'est qu'on peut traduire cette perte, d'accord, en termes, par exemple, si je prends le cas de la sécurité en termes d'accident, on peut le traduire en finance. Et donc, on peut ramener tous les ALAP à des valeurs financières qui sont compréhensibles par le top management. Donc, pour convaincre le top management, on doit convertir tout en dirhams, en dollars, etc. Et cette approche-là permet ce genre de choses. Et c'est une chose que nous avons appliquée. J'ai appliqué particulièrement dans le site que je gérais dans le passé. Et ça a eu l'adhésion de tous les niveaux et tous les responsables et tout le personnel, et avec des résultats tangibles. Voilà, c'est le témoignage par l'occasion que je tiens à partager. Et pour un peu la maîtrise du temps, je laisse à l'auditoire le temps pour poser les questions. Et voilà, merci. Merci à la fois pour qui a été mentionné par Sir Abdrahim. On abordera les questions-réponses des participants. Donc, alors, je commencerai par une question de Simaher. Alors, pourrais-je bénéficier des présentations et des replays de la série d'Ardasha Mas'oula? Oui, bien sûr. Donc, Asma, il va vous transmettre les présentations et vous pouvez visualiser en fait les replays sur notre chaîne YouTube, CertiTrust. Donc, juste, il faut en fait que les emails que vous avez saisis soient des adresses correctes. Et par la suite, vous allez recevoir en fait l'ensemble des présentations qui ont été réalisées au cours, je dirais, des différents webinaires. Donc, celui de l'ISO 26000, de l'ISO 20400, de l'ISO 37001 et ceci de l'ISO 31000. Donc, alors, une question. Alors, que pensez-vous de la citation « Dans la vie, il faut prendre des risques, car le plus grand danger, c'est de ne rien risquer. » De toute façon, pour ceux qui ont pris le risque de se reconnecter au webinaire, je crois que vous n'avez pas pris de risque. Hein. Tout risque, derrière chaque risque, il y a une récompense. Oui. Je disais que donc il faut prendre le risque, mais comme vous dites, hein, le plus grand danger, c'est de ne rien risquer. Donc derrière toute approche de risque, il y a justement des récompenses. Oui, c'est Abdrahim. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre parcours, on va dire vers une destination donnée, pour atteindre une destination, c'est sûr que on risque d'avoir des risques. Hein. Absolument. Fort probable qu'il y aura des risques. Le fait que ces risques se présentent dans notre chemin pour atteindre notre destination, c'est sûr qu'on doit faire face à ces risques. Maintenant, l'objectif également, c'est de ne pas, en fait, de chercher les risques. On n'est pas là pour chercher des risques. On est là parce que, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre destination, si on rencontre des risques, il faut qu'on soit en mesure de les évaluer, de voir la meilleure manière pour les atténuer, ou éventuellement pour les éliminer. Ça veut dire que, on va dire, atteindre les objectifs, si ça ne présente pas de risque, tant mieux. Hein. Mais si il y a des risques par rapport à notre feuille de route, on est censé en fait faire face à ces risques et de faire cette évaluation, cette appréciation et de traiter les risques. OK. Deuxième question. Alors, par rapport à ça, je ne sais pas si j'ai bien partagé l'écran. Oui, c'est bon. On est sur mise en situation. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai écrit « Qui ne risque rien n'a rien » et j'ai ajouté « Et qui risque trop en reçoit trop ». Et ce que je veux dire par là, c'est que
qui ne risque rien à rien, c'est pour souligner ce qu'a dit notre participant, et qui risque trop, on reçoit trop dans le côté négatif ou positif. Donc, si on a une opportunité, donc si cette opportunité est importante, c'est-à-dire qu'il peut générer un profit consistant, donc le risque est de taille. Donc on doit voir est-ce qu'on est en mesure de prendre le risque ou pas. C'est l'appétence, qu'on appelle l'appétence, par rapport à l'opportunité qui se présente. Et donc ça, c'est... Et par la même occasion, je remonte aux origines du terme risque. Les origines du terme risque, j'ai vu dans un bouquin français, c'est un Français qui l'a rédigé et qui témoigne que le mot risque a son origine dans risque. Donc risque, de l'arabe, risque, le risque. Le risque, ça veut dire que si on veut avoir un bénéfice, on doit prendre les risques. C'est au travers d'un certain nombre d'obstacles qu'on arrive à sa fin, à sa destinée. Donc, si on ne prend pas les risques, donc c'est comme l'akhd bil asbab pour atteindre le risque diallo. Donc, c'est une traduction que j'ai vue dans un bouquin français, qui n'est pas un bouquin arabe, et qui témoigne que les origines de ce terme, c'est justement risque, et donc ça renforce l'idée que si on veut atteindre ses objectifs, c'est qu'il faut prendre des risques, à condition que ces risques soient maîtrisés et soient traités de manière convenable. Voilà. Absolument. Donc, comme disait Sir Abdrahim, encore une fois, il ne faut pas s'amuser à dire que, à trouver son plaisir, et je dirais affronter les risques, mais beaucoup plus, il faut être bien préparé et il faut avoir des garde-fous pour pouvoir gérer les risques surtout. Et il ne faut pas prendre les risques comme étant, je dirais, comme étant des ennemis à la démarche ou bien à l'atteinte des objectifs, mais il faut les prendre beaucoup plus comme un résultat en fait qui va vous permettre peut-être d'être super performant parce que toujours en fait derrière chaque risque il y a une opportunité. Donc moi je vois Sirius Phi, un excellent exercice pour les étudiants, construire la 31 000, ce forum de HLS à l'instar des normes QSE. Oui, ce serait intéressant en fait de mettre les étudiants sur ce type d'exercice, donc pour profiter, pour créer cette synergie entre les deux. Je suis d'accord avec vous. Alors les risques au niveau des opérateurs sont les accidents de travail et les maladies professionnelles, accidents de travail et les maladies professionnelles. C'est l'ISFI, oui. Après la phase de traitement du risque, notamment, vient la phase de l'acceptation du risque, oui. Pouvez-vous nous parler un peu sur l'outil analyse de scénario, s'il vous plaît, avec un cas réel? Très bien, très bien. Alors, ce que je vais faire, alors, par rapport à ça, rapidement, alors l'analyse des scénarios, c'est que vous allez imaginer des scénarios et que chaque scénario, il peut donner lieu à des risques. OK? Donc, l'analyse de scénario, c'est que vous allez dire, OK, si je prends tel scénario, quel est le résultat que je vais obtenir? Ce que je vais faire, c'est rapidement, je vais vous montrer pour ne pas trop tarder, je vais vous montrer un exemple. Alors, il est disponible sur l'Internet. Alors, vous avez les scénarios par rapport à une démarche, l'analyse des scénarios appliquée à l'étude, on va dire, de protection de l'environnement. Alors, vous avez le statu quo, aucune autre mesure. Ça, c'est un premier scénario. Vous avez le scénario statu quo, vous avez le scénario contribution déterminée au niveau national, vous avez 2 degrés, vous connaissez un petit peu l'enjeu lié au réchauffement climatique. Il y a plusieurs mesures qui doivent être prises. Maintenant, on se pose les questions. Quels sont les scénarios? Quel scénario choisir? Alors, vous avez le statu quo, vous avez la contribution déterminée au niveau national, vous avez les 2 degrés, donc on va chercher à se conformer aux mesures, on va dire, les pays vont se conformer aux mesures nécessaires pour limiter la hausse de 2 degrés, ou de se limiter, on va dire, à prendre des mesures, mais d'une manière tardive.
Donc là, j'ai 4 scénarios. Alors, les 4 scénarios, par exemple, le premier, aucune action. Ça veut dire l'accroissement des émissions entraîne une nette augmentation des températures mondiales moyennes. Ça, c'est le statu quo. À compter de 2020, les pays respectent l'engagement qu'ils ont pris dans le cadre d'accords de Paris sur le climat. Ils prennent des mesures pour réduire le réchauffement planétaire, mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas suffisantes pour réduire à 2 degrés. Pour limiter d'ici 2100 la hausse de température mondiale moyenne de degrés par rapport à la période pré-industrielle. Alors, 2 degrés pour les mesures conformes. Les pays prennent les mesures nécessaires pour limiter la hausse climatique mondiale moyenne à 2 degrés d'ici 2100. Donc là, c'est les pays, ils s'engagent, ils mettent les mesures au bon moment. Okay. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est que les pays prennent des mesures nécessaires pour limiter la hausse moyenne d'ici 2100, mais la mise en œuvre de ces mesures ne débute qu'à partir de 2030. Okay. Alors que pour les mesures conformes, ils vont débuter à partir, on va dire, de 2000, depuis la signature de l'accord de Paris. Okay. Ça, c'est des scénarios. Maintenant, au niveau de scénario, ils ont fait un classement des scénarios indicatifs selon le risque physique et le risque lié à la transition. Donc là, vous avez la contribution déterminée au niveau national, vous avez le risque élevé de la transition, le risque lié à la transition, le risque physique élevé, le statu quo. Donc, quand on est au statu quo, donc que ce soit le risque physique ou le risque de transition de 2030 à 2100, ou de 2020 à 2100, le risque il est important. Okay. Faible risque lié à la transition et risque physique très élevé. Pour le cas il y a les mesures conformes, donc ça c'est le cas le plus favorable. Donc j'ai des faibles risques physiques avec, on va dire, pratiquement un risque, on va dire un risque lié à la transition qui est, on va dire, au point zéro. Okay. Donc ça c'est ce qu'on appelle les scénarios. Donc d'une manière très simpliste, donc, vous allez imaginer des scénarios, okay, où les scénarios ils vont vous permettre, on va dire, de projeter, on va dire, projeter l'effet associé à votre risque. Okay. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez voir directement là. Ici, il y a j'ai parlé de deux cas de figure, dans 2 domaines différents par rapport au scénario. C'est pour le cas de la sécurité, on parle de plan des opérations internes, par exemple, dans les sites notamment à risque. Et le plan des opérations internes, il y a une grande partie dédiée au scénario, les différents scénarios, c'est-à-dire pour les risques majeurs. Et on se pose la question, et si jamais, malgré les mesures préventives qu'on met en place, l'incident se déclenche, par exemple l'incendie. Alors, quelles sont les mesures de recouvrement qu'on doit mettre en place et prévoir et former les gens et les rôder pour qu'ils soient réactifs et pour limiter les dégâts. Donc ça, c'est des scénarios auxquels on pense et qu'on formalise et qu'on va éduquer les gens et définir les responsabilités pour maîtriser et réduire au mieux les dégâts en cas d'incident. Deuxième cas de figure, c'est pour le côté plan de continuité d'activité. Le BCP ou BCMS, dans la norme 22301. Donc là, on imagine des scénarios différents en termes de catastrophes, par exemple naturelles, inondations, séismes, ou en cas d'attaque par rapport au système d'information, des choses comme ça, c'est des impacts majeurs sur l'activité de l'entreprise et quelles sont les mesures de remplacement, d'accord, qu'on peut envisager et qui peuvent assurer la continuité d'activité. Voilà. Donc, très bien. Merci, Sebarjami. Alors, Jean Valjean, c'est plutôt une évaluation semi-qualitative. La quantitative est purement chiffrée. Okay. Mohamed Yassafi, peut-on dire que la 31010 par rapport à la 31000 équivaut à la 9004 par rapport à la 9001? Non. Là, c'est Yassafi. Alors, la 31010, c'est la boîte à outils. La 31000, c'est les recommandations pour la mise en place d'un système de management des risques. Ça veut dire que la 31000, il va, une fois qu'on
qu'on a mis en place notre ossature, organisation de la 31000, on va utiliser la 31010 avec sa boîte à outils pour déployer les outils en fonction de chaque phase d'analyse, que ce soit les différentes phases d'appréciation, ou d'identification du contexte, ou le traitement. Donc là, c'est ce que j'avais montré le dernier slide. Peut-on intégrer, c'est dit Mohamed. Alors, peut-on intégrer l'analyse de risque ou la cartographie des risques dans l'audit énergétique? Oui, ça veut dire que vous avez choisi comme domaine d'application l'audit énergétique. Maintenant, il faut faire analyse de risque qui peut entraver l'objectif de ton audit énergétique. Par exemple, non-disponibilité des audités, problème d'accessibilité à des points de mesure. Tout ça, c'est une cartographie que vous pouvez élaborer pour votre audit énergétique. Okay, manque d'habilitation, par exemple, pour l'audit énergétique, vous allez faire des mesures électriques et là, vous avez l'obligation d'avoir une habilitation, soit basse tension, soit en tension, ou la moyenne tension. Donc là, également, ça peut être un risque, on va dire, lié à la compétence. Donc là, oui, vous pouvez faire votre cartographie des risques relative à votre activité qui est l'audit, on va dire, qui est relative à l'audit énergétique. Alors, Jean Valjean, normalement, éviter le risque, c'est éliminer la source du risque ou changer de façon. Partager le risque, soit au sous-traitant, au souscrivant à une police d'assurance. Oui. Oui. Alors, Mohamed Yousfi, de préférence, on donne des exemples à la fin. Merci de Kedachi. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi. Encore est-il que quand on va faire appel à une assurance, il faut faire attention. Donc, notamment dans les contrats, le risque contrat, pour s'assurer que les clauses sont maîtrisées, notamment en termes de moyens mis en place. Généralement, les moyens mis en place, si je prends la partie sécurité, il faut avoir le minimum de moyens pour qu'en cas de sinistre, on peut espérer être assuré à un niveau convenable. Et dans la matrice, par exemple, d'évaluation de risque, il y a le côté détection. Et dans la détection, il y a ces moyens. Et ça, c'est ce qui est exigé par les assureurs. C'est ce qu'on ajoute. Il y a la fréquence, il y a la gravité, mais il y a aussi la détection. Et cette détection, généralement, on parle de risque net. Cette détection, c'est demandé par les assureurs. Donc, ces aspects-là sont très importants. Ce n'est pas parce qu'on a une assurance qu'on est assuré. Loin de là. Voilà. Très bien. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi comment le niveau de risque n'est pas appliqué au HACCP. Comment fixer les seuils de surveillance pour les CCP identifiés. Alors, HACCP, c'est Hazard Analysis Critical Control Point. Donc, c'est principalement pourquoi là, on ne parle pas on va dire, de niveau de risque. On parle de points critiques. Ça veut dire que vous avez pu identifier certains points critical control points dans lesquels vous pouvez avoir des risques on va dire, de contamination, des risques on va dire, de développement bactériologique ou on va dire des risques liés, on va dire, à votre circuit agroalimentaire et qu'une fois que vous les avez identifiés, vous devez mettre en place, on va dire, des mécanismes pour verrouiller et pour surveiller ces critical points. Donc, comment fixer les seuils de surveillance pour les critical points? Donc, ça, c'est chaque critical point, en principe. Donc là, moi, je recommande vivement d'aller voir par rapport à HACCP et pour les critical points, comment on met en place des seuils de surveillance. C'est un sujet qu'on peut aborder, Inch'Allah, plus tard. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le HACCP, c'est Hazard Analysis Critical Point. Et là, c'est l'objectif, c'est d'identifier quels sont vos points critiques et comment vous devez les maîtriser. Maintenant, sans que ça fasse l'objet, on va dire, d'une évaluation, on va dire, d'une évaluation, que ce soit en termes de vraisemblance ou en termes d'occurrence, au niveau du risque associé. OK? Mohamed Safi, merci Saad Rahim pour votre présentation. Allah Ibarak Fik, avec grand plaisir, Sidi Safi. Alors, n'est-ce pas une évaluation du risque? C'est une évaluation de risque pour HACCP. Sauf que le niveau de risque, ça veut dire que les niveaux de risque, par exemple, est-ce que pour HACCP, vous allez identifier, sauf si vous voulez que la HACCP que vous allez utiliser
vous allez rajouter cette évaluation de risque. Ok, ça veut dire que vous allez coter votre risque lié à vos critical points. C'est une évaluation de risque. Sans qu'il fasse, on va dire, appel. D'ailleurs, ACCP, il a été en fait cité dans la 31010 qui reprend pratiquement tous les outils d'analyse de risque et d'évaluation de risque. Le manque à gagner est-il une perte? Bien sûr que c'est une perte. Le manque à gagner. C'est le manque à gagner qu'on a récupéré ou non? Là, le manque à gagner, bien sûr, c'est une perte parce que là, on parle de risque positif. Parce que manque à gagner aussi en termes d'opportunité. Parce que si on rate une opportunité, c'est un manque à gagner. Donc, c'est un risque positif. Et bien sûr, si on parle de production, en termes de production, manque à gagner en cas d'arrêt des machines, c'est un manque à gagner. Quand on parle des coûts de la maintenance, par exemple, il y a le coût de défaillance, c'est un manque à gagner. Et donc, ce coût de défaillance, c'est un coût. C'est un coût physique. C'est un coût physique constaté. Tout à l'heure, j'ai parlé d'opportunité qui n'est pas constatée, potentielle, c'est quelque chose de potentiel, mais quand on parle de maintenance, par exemple, en cas d'arrêt machine, et quand on parle de la structure des coûts de la maintenance et on parle du coût de la défaillance, c'est un coût constaté, c'est un manque à gagner. Le personnel est à l'arrêt, les machines sont à l'arrêt, la production est à l'arrêt, donc on peut le chiffrer. Et donc ça, c'est physique et c'est un risque qui peut être majeur. Voilà. OK. Alors, le risque en arabe, il est qui se met mukhatara, mais ça a beaucoup plus une connotation négative. On peut également parler de mujazafa, qui peut être dans les deux sens, ça veut dire positive ou négative. Donc, la traduction, sincèrement, c'est l'ISFI, je pense, c'est principalement, en fait, ce qu'on retient généralement les risques, déjà avec la connotation négative, c'est khatar ou mukhatara, qui peut être également associé le danger. Okay? Donc, Ouais, c'est Abdelrahim. C'est possible. Donc, je vois que les nombres des participants, les participants, ils quittent de plus en plus en fait le webinaire. OK, donc on إدارة المخاطر. OK. Exactement. Jean Valjean, كسبنا إدارة المخاطر. C'est bien, Jean Valjean. على Jean Valjean. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, c'est Abdelrahim, c'est Mustafa pour d'avoir partagé avec nous votre expertise. C'est moi. Ainsi Merci que beaucoup à l'ensemble des l'assistance informations. aussi. Ouais. Merci à vous, merci à l'assistance, merci à C. Abdelrahim, merci au back-office, les personnes qui ont organisé, qui ont administré cet événement. Merci à tout le monde et encore Eid Moubarak. Sidi, merci beaucoup. Bonne fête. Eid Moubarak Saïd pour tout le monde. بالرباح وبالخير. Inch'Allah. Et sans risque. Sans risque. Non, le risque est omniprésent, sans risque qui ne risque rien à rien, avec des risques maîtrisés plutôt. Inch'Allah. OK, merci Allez, mes amis. bonne soirée. Et À bientôt. à bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir.